L'idée de tenir l'Expo 67 sur des îles inventées au beau milieu du fleuve Saint-Laurent fut mal accueillie à l'époque et il y a des gens toujours aujourd'hui qui trouvent l'idée complètement idiote. On a d'abord pensé à faire l'exposition à Pointe-aux-Trembles, à Pointe-Saint-Charles. Ma proposition préférée était le prolongement de la rue University en plein fleuve avec des édifices à bureaux dans lesquels on tiendrait l'expo. Mais finalement, c'est Guy Baudet qui propose qu'on utilise l'île Sainte-Hélène et même là, c'était une idée recyclée. On avait proposé dès 1895 de tenir des expositions et des foires sur l'île Sainte-Hélène et en 1935, on voulait déjà agrandir l'île Sainte-Hélène en la liant aux îles environnantes, l'île Verte, l'île Ronde. Et c'est la proposition de Guy Baudet qui sera acceptée. Alors, on va agrandir l'île Sainte-Hélène, on va construire de toutes pièces l'île Notre-Dame et on va prolonger une jetée du port pour créer la Cité du Havre. Il y a une légende urbaine qui veut que tout le remblai qui a servi à l'agrandissement de l'île Sainte-Hélène et la construction de l'île Notre-Dame soit venu de la construction du métro. C'est tout à fait faux, il n'y a qu'à peu près 10%. On a dragué dans le fleuve, on a dynamité l'île Verte et l'île Ronde, et tout ce remblai était véhiculé par camion qui transportait 35 tonnes de remblai par voyage sur le pont Jacques-Cartier, 23 heures par jour. Que fait-on la 24e heure? Nous inspectons le pont, juste au cas. Une fois les îles construites, pour construire l'expo, les pavillons et toute l'infrastructure, on procède par un procédé qui s'appelle le cheminement critique. Alors, toute la planification se fait de reculons. On part de la date d'ouverture de l'expo, et puis on donne un temps X pour l'inspection des pavillons, avant ça, un temps X pour l'installation des expositions, avant ça, un temps X pour la construction des petits pavillons, avant ça, un temps X pour le début de la construction des pavillons moyens, et avant ça, la construction des grands pavillons. Comme ça, on n'a pas de la machinerie lourde partout sur le site érigeant tous les pavillons en même temps. De toute façon, il n'y aurait pas eu, en 1967, assez de machinerie lourde dans tout le Canada pour construire tous les pavillons de l'Expo en même temps. Plus de 60 pays et quelques douzaines de compagnies privées ont construit des pavillons sur le site de l'Expo. Alors, les pays, on prend le Canada, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Parmi les compagnies, il y avait Kodak, qui avait son propre pavillon, l'Association du téléphone, qui avait son propre pavillon, et bien d'autres. Alors, les visiteurs se rendent sur le site visiter ces pavillons et ils ont deux choix pour l'entrée. Soit qu'ils passent par l'entrée formelle, officielle, qui était la place d'accueil, ou ils passent par le tout nouveau métro, la gare Île-Sainte-Hélène. Pour se promener sur le site, il y avait tous les moyens de transport imaginables. Il y avait des bateaux dans les canaux du site. Il y avait un train rapide, genre métro, qu'on appelait l'Expo Express. Il y avait un petit train monorail plus lent, qu'on appelait le mini-rail. Il y avait les pédicabs, qui sont des genres de pousse-pousse à bicyclette. Alors, tous les transports y étaient. Et pour circuler sur le site, les gens avaient bien sûr leur guide officiel qui décrivait tous les pavillons et même un plan en 3 dimensions pour s'orienter sur le site. Ceux-ci, après être entrés, grâce à leur passeport qu'ils pouvaient ensuite faire étamper dans les pavillons qu'ils visitaient. Les pavillons les plus appréciés ne sont pas nécessairement ceux que l'on croit. Selon un sondage de la compagnie de l'Expo, le pavillon le plus apprécié des visiteurs était celui de l'Association de l'industrie du téléphone, suivi de celui de la Tchécoslovaquie, ensuite le Labyrinthe, le pavillon de l'ONF, et le pavillon du Canada arrive en 8e position dans ce top 10. Il y a eu à l'Expo plus de 50 millions de visites faites par
entre 18 millions et demi et 20 millions de personnes. Il y a eu un grand nombre de dignitaires, les présidents, premiers ministres, etc., de tous les pays qui participaient à l'Expo. Il y a eu des vedettes de toutes les sortes, vedettes de cinéma, de musique. Ed Sullivan a tourné 2 épisodes de sa célèbre émission sur le site de l'Expo. Il y a eu une grande variété de repas servis dans les pavillons. C'est d'ailleurs ce qui a ouvert l'appétit des Montréalais pour un menu un petit peu plus international que ce à quoi ils étaient habitués. Et il y a eu un phénoménal festival informel de cinéma à l'Expo 67. Des films présentés en 360 degrés. C'est d'ailleurs ce qui faisait du pavillon du téléphone un grand chouchou des visiteurs. On était au milieu de la salle et tout autour de nous, c'était un film qui était présenté comme si nous étions au milieu de la scène. Il y a eu des films présentés sur des blocs qui bougeaient, des films multi-écrans, même des films présentés sur miroir. En partie inspiré par un manque de temps, le thème de l'Expo 67, Terre des hommes, était très vague. Terre des hommes, ça pouvait être n'importe quoi. Alors, les Américains, dans leur pavillon, en plus d'un étage avec leur course à la Lune, n'avaient que du divertissement. C'était des affiches de cinéma, c'était la guitare d'Elvis, c'était des tableaux peints. Les Russes, tout près, eux, misaient sur la science et la technologie. La Jamaïque, c'était un grand bar. Sur les 2 documents que je connais du pavillon de la Jamaïque, il y a un tout petit document de rien du tout qui décrit la Jamaïque et son pavillon. L'autre document fait 1 pied de large et complètement déplié, 5 pieds de long. C'est leur menu de drink au rhum. Alors, le thème « Terre des hommes », ça offrait la possibilité aux participants de présenter n'importe quoi, alors que les expositions précédentes avaient un thème très pointu. L'appellation « Expo », c'est abrégé du mot « exposition ». C'est nous qui l'avons inventé, et toutes les expositions internationales depuis 1967 s'appellent « Expo ». Et notre plus grande réussite, c'était le passeport. Aucune autre exposition avant 1967 avait eu un passeport. Et c'est quoi le génie du passeport? D'abord, c'est le billet d'entrée, mais ça encourage les gens d'aller visiter des pavillons qu'ils n'auraient pas autrement visités, simplement pour faire étamper leur passeport. L'Expo 67 nous a laissé beaucoup d'infrastructures. Infrastructures à l'extérieur du site, par exemple un réseau routier amélioré, agrandi, pensons à l'autoroute Bonaventure, mais aussi sur le site même de l'Expo 67. Les îles inventées, on les a laissées. Alors c'est maintenant un grand parc. On a aussi gardé certains pavillons. Pensons par exemple au pavillon des États-Unis, qui est maintenant un musée, la biosphère. Il y a aussi une ouverture sur le monde, des Montréalais, des Québécois, une ouverture sur le monde autant pour aller visiter le monde, mais aussi pour accueillir les étrangers chez nous, que ce soit des visiteurs ou des immigrants. Et le dernier facteur qu'il ne faut jamais oublier, la fierté des Montréalais, la fierté des Québécois, la fierté des Canadiens d'avoir réussi en 4 ans et demi à construire une exposition que d'autres pays avaient mis 10 ans à construire. Et l'exposition de 1967 fut la plus réussie de toutes les expositions jusqu'à cette date.